Personne n'est propriétaire. Personne. Lorsque quelqu'un vient demander par exemple une parcelle de terre pour construire sa maison, on lui donne. Cap sur Rapa où personne n'est propriétaire de sa terre, seul le Tohitu peut octroyer des terrains pour construire ou cultiver un système traditionnel de gestion du foncier. C'est à la une de ce journal. Un rappel, le comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève interpelle l'État sur le processus d'autodétermination en Polynésie en Nouvelle-Calédonie. Un rappel à l'ordre qui devrait faire bouger les lignes selon le Tavini Huiratira. Maraut Arwa, dernière reine de Tahiti, c'est l'ouvrage de son arrière-petit-fils Ranui Donasson qui vient d'être édité. L'auteur raconte des souvenirs de la souveraine à sa fille, la princesse Takao Pomare, veut d'elle. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous vous emmenons à nouveau à Rapa. Sur cette île des Australes, personne n'est propriétaire de sa terre. Chaque parcelle appartient à la communauté tout entière et c'est un conseil des sages, le Tohitu, qui décide qui a le droit de construire ou d'exploiter un terrain, un système traditionnel en marge des lois de l'État et du pays. C'est le dossier de nos envoyés spéciaux à Rapa, de Tiare Nui Pahuiri et Mike Liral. Marianne Nari est une ancienne institutrice. Elle gère le modeste musée de Rapa. Mais elle est aussi une Tohitu, une membre du Conseil des sages qui gère l'ensemble des terres de l'île. Personne n'est propriétaire. Personne. Lorsque quelqu'un vient demander par exemple une parcelle de terre pour construire sa maison, on lui donne. On lui donne une superficie et puis et ensuite si à la mort, au décès de celui-ci, s'il n'y a pas de descendants, la parcelle revient au Tohitu, revient à la communauté. Les Tohitu gèrent aussi les petits conflits qui peuvent survenir sur l'île. Mais leur rôle principal, c'est la gestion des terres. Ils ne dépendent d'aucun autre pouvoir, ni l'État, ni le pays, ni la commune. Au contraire, si le maire veut construire un bâtiment public, il doit demander l'autorisation au Conseil des sages. Voilà les jeunes. Aujourd'hui, il faut revenir sur notre terre. Les Tohitu, ils sont prêts pour vous, pour donner la terre. On ne paye pas la terre. Tu viens seulement dans la réunion demander un endroit pour construire ta maison. Pour ces Tohitu, cette gestion des terres a donc un gros avantage. Ils peuvent la distribuer à ceux qui en ont besoin. Par exemple, pour permettre aux jeunes de revenir sur leur île. Depuis 2011, toutes les terres sont donc propriété commune. Il n'y a pas de problème d'indivision et si l'on n'est pas originaire de Rapa, on ne pourra jamais être propriétaire d'une maison sur cette île. C'est le cas de Naihu, mariée et mère de plusieurs enfants à Rapa, mais venue des îles du Vent. Moi, je ne peux pas avoir de terrain d'ici, parce que je ne suis pas d'ici. Mais pas comme mon mari et mes deux enfants, oui, ils peuvent avoir du terrain. L'équation se complique encore pour Paul et Vaimareva. Lui est Rapa, elle Paumotu. Il l'a séduite lors d'un tournoi de futsal. Elle avait déjà 2 enfants, ils en ont eu un ensemble et elle est enceinte. Pour l'avenir de ma concubine, hein, si jamais je décède, elle sera tout seule. Comment elle va faire? Est-ce qu'elle va rentrer chez elle à Tkarou, puisqu'elle n'est pas propriétaire de la terre et qu'on n'est pas aussi propriétaire? Qui est donc propriétaire de nos terres? Eh bien, c'est comme moi, je lui ai dit, si jamais il décède, moi, je vais rentrer avec mes enfants chez moi. Même si on a notre maison ici, on aura une maison ici, ben non, moi, je préfère rentrer chez moi, au Tuamutu. Ma maison ne serait plus à moi, ça serait à mes enfants alors. La mission des Tohitu n'est donc pas simple, parfois au détriment des familles et souvent aux frontières de la légalité. Ils souhaiteraient d'ailleurs obtenir une reconnaissance officielle par le pays. Elle sera difficile, la gestion foncière de Rapa paraît incompatible avec le droit à la propriété privée.
Le gouvernement achève ce soir son déplacement aux Australes. Le président et ses services techniques nous ont indiqué que son coût n'était pas encore connu. Nous l'avons estimé à 4 à 5 millions de francs. Quelle décision a-t-elle été prise sur place? Retrouvons à Rapa notre envoyé spécial Mike Liral devant la caméra de Thierry Nui-Pahouiri. Oui, bonsoir. Le séjour du gouvernement touche à sa fin ici à Rapa et nous sommes en compagnie du président Motai Brotherson. Bonsoir, monsieur le président. Alors, la principale demande, c'était l'adduction d'eau, la principale demande de la population et de la mairie de Rapa. Est-ce que vous allez répondre à cette demande favorablement? C'est 172 millions qui sont demandés. Alors, c'est un dossier qui est à l'étude conjointement entre l'État et le pays, puisque c'est un dossier qui s'inscrit dans le CDT. Il y a un comité qui est prévu début décembre et évidemment le pays soutiendra cette deuxième phase du projet d'adduction d'eau de Rapa. C'est un projet qui est bien ficelé. Nous avons hier pu visiter la phase 1. On nous a présenté les éléments constitutifs de la phase 2 avec un projet innovant de câble sous-marin et finalement ils ont devancé Google. Non mais c'est un câble qui transportera l'eau de part et d'autre de cette baie intérieure pour amener l'eau qui sera captée au fond de la vallée de l'autre côté. Est-ce que vous allez aussi donner suite à un autre espoir qui a été exprimé par la mairie de Rapa et surtout par les Tohoritu? C'est une sorte de reconnaissance de cette forme un petit peu particulière de conseil des sages qui a lieu ici. Alors là, on est en plein dans cette espèce de particularisme unique finalement dans notre pays et peut-être au monde. Nous étions confrontés au problème hier, puisqu'il y a un projet de remblai que nous allons soutenir, un remblai qui s'appelle AREA de l'autre côté de la baie, qui a été démarré dans les années 2000 mais qui n'a pas été achevé, qu'il nous demande d'achever d'ici 8 ans. Nous avons donné notre accord de principe également pour un schéma d'aménagement des installations sportives. La question du maire, c'était est-ce qu'on peut affecter ce remblai au Tohoritu? Aujourd'hui, techniquement, on ne peut pas, puisque le Tohoritu n'a pas d'existence légale, il n'a pas de statut juridique, ce n'est pas une association, c'est quelque chose d'unique, d'admis depuis toujours ici à Rapa. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut une reconnaissance juridique? Je me pose la question, on va lancer une étude avec nos juristes, parce que finalement, est-ce que ce n'est pas le cheval de Troie qui va amener le reste du code civil sur Rapa? Est-ce que de faire une reconnaissance juridique du Tohoritu ne va pas engendrer des effets de bord qu'à mon avis la population de Rapa ne veut pas? Alors justement, une autre chose que la population de Rapa ne veut pas, c'est un nombre de croisiéristes trop important tout au long de l'année. La Ranui, avec son futur bateau La Ranoa, comptait venir au moins une fois par mois. Pour l'instant, c'est 2 fois maximum selon la population par an. Alors c'est une discussion qui s'est engagée hier entre l'armateur et le conseil municipal. Je comprends la crainte de la population de Rapa. Pour schématiser, ils passent de 0 touristes par mois à 400 touristes potentiellement. Ça vient bouleverser donc évidemment leur vie. Ils sont 450 sur l'île, avec une tradition d'accueil qui implique que tout le monde soit là quand un bateau arrive. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Maintenant, je pense qu'il faut aussi que la population de Rapa s'interroge sur finalement un point d'inflexion démographique auquel elle est confrontée aujourd'hui. C'est-à-dire un vieillissement de la population et une chute de la démographie. Quand on analyse les chiffres entre les différents recensements, on voit ce vieillissement de la population. Ça veut dire que les jeunes ne reviennent pas. Donc si ces jeunes ne reviennent pas, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'activité économique, pas suffisamment d'attractivité par rapport au projet de vie. Donc c'est toute une réflexion sociologique qu'il faut mener. Et cet isolement, il se ressent aussi sur le plan des soins. Hier, le maire de Rapa, Tuanene Nari, proposait la mise à disposition d'un hydravion pour faire les Evassan. Tuanene ne manque pas d'imagination, il a souvent de très très bonnes idées. Il faudra examiner avec les gens qui connaissent cette possibilité. Il y a quand même 500 km entre Rapa et Reykjavik, qui est l'île la plus proche. Mettre en place des hydravions, ça ne s'improvise pas. On ira peut-être voir ce qui se fait en Alaska ou dans d'autres pays où ce genre de transport est plus commun. Mais pourquoi pas, puisque la baie intérieure où vit la plupart de la population est extrêmement bien protégée, quelle que soit la direction du vent. Donc pourquoi pas? Et puis rompre l'isolement, ça passe aussi évidemment par les communications, par Internet. Est-ce que vous avez une solution pour que Edge ne soit plus qu'un mauvais souvenir ici à Rapa?
Alors déjà, souligner les efforts qui ont été faits par Onati, puisqu'on est passé de 1 mégabit l'an dernier à 6 mégabits cette année pour les abonnés ADSL. On est bien loin évidemment de ce dont on dispose à Tahiti. Nous avons testé hier la solution OneWeb avec une toute petite antenne qui est là, déployée dans la cour. Elle fait même moins d'1 mètre carré, qui nous a permis de tenir ici même une démonstration de télémédecine et d'être tous connectés donc, au réseau Lexpol qu'on utilise pour tenir ces conseils des ministres. Une connexion de 100 mégabits qui pourrait être doublée à 200 mégabits. Ça veut dire que ça marche aujourd'hui, ces constellations basse orbite. Est-ce que ce sera demain OneWeb ou Starlink? On attendra la fin des tests de l'OPT pour se décider. Merci Monsieur le Président, et puis on souhaite une bonne fin de séjour à Arapa, puisque vous le savez, eh bien, le gouvernement va maintenant rentrer, mais ça va prendre du temps, puisqu'il faudra 2 jours pour retourner à Tubuai, puis à Papeete. Après la déception du rendez-vous onusien à New York, le Tavini rentre rassuré de sa mission à Genève le 21 octobre. Les conclusions du Comité des droits de l'homme de l'ONU sont tombées hier et pour la première fois, elle cite la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie dans un tout nouveau chapitre, celui du droit à l'autodétermination. Léa Gondon. Satisfaction pour la délégation du Tavini de retour de Genève avec les observations du Comité des droits de l'homme. Un document place dans ses principaux sujets de préoccupation le droit à l'autodétermination de la Polynésie et de la Calédonie. Le comité s'inquiète de l'absence de progrès réalisés sur la question relative à l'autodétermination du peuple de la Polynésie française. L'État devrait consulter les peuples de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française afin d'obtenir leur accord préalable, libre et éclairé avant l'adoption de toute mesure relative au processus d'autodétermination. Représenté sur place par Marielle Kohu Mwetini et Richard Tuheava, le Tavini voit dans ce nouveau chapitre d'observation un rappel à l'ordre à l'attention de l'État français. Si la France continue à faire de l'autisme diplomatique sur 10 ans de réinscription, ça continuera dans quelque chose qui n'est pas véritablement souhaitable, en tout cas pas pour Maori Nui, mais ça risque d'être un échec complet d'une partie de la politique d'outre-mer de la France. Depuis la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes en 2013, le processus de décolonisation est au point mort. Seul signe de progrès, la présence de la France à la 4e commission des Nations Unies. Aussi, le Tavini compte sur le rappel à l'ordre du Comité des droits de l'homme. On va poursuivre nos actions jusqu'à temps que la France ouvre le dialogue. Tout ce qu'on demande, c'est de dialoguer parce qu'on a plein de questions à poser à la France. Comme ça, le moment venu, lorsque le besoin de consulter la population va arriver, cette population sera informée et elle pourra s'autodéterminer, mais pour l'instant, elle n'est pas informée. Prochain rendez-vous pour le Tavini, le séminaire régional des Nations Unies sur la décolonisation qui se déroulera en mai au Timor-Leste. Il est l'arrière-petit-fils de la reine Maraut Arwa, dernière reine de Tahiti, Anui Donassan, nous raconte ce soir sa fabuleuse histoire, celle de la découverte d'un manuscrit royal contenant les souvenirs de la famille des années 30. Un manuscrit raconté par la souveraine à sa fille, la princesse Takauponrei Vedel. L'ouvrage vient d'être édité. Sophie Gebel et Herihauti Ariki ont rencontré Anui Donassan chez lui, à Fa'a, dans sa maison, véritable musée des souvenirs. Je suis né à Nice et j'ai fait mes premiers pas dans l'appartement de Tekao, la princesse, qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle disait que chez moi, mon appartement de Nice est un petit Tahiti. Donc elle avait conservé, puisqu'elle avait été l'héritière de Maro pour tout ce qui est tradition, pour tout ce qui est objet, artefact et tout, c'est elle qui en a hérité. Donc j'ai hérité de ça et j'ai tout ramené à Tahiti, ce que je peux permettre de vous montrer aujourd'hui. Lorsque j'ai récupéré l'appartement de Tekao en 2019, j'ai découvert dans un secrétaire ce manuscrit inédit. J'ai pris le manuscrit et je l'ai ramené à Tahiti parce que je sais que ça allait être quelque chose qui allait intéresser la population de Tahiti pour l'histoire authentique de notre pays. Dans ce livre, Marao fait un témoignage de 1821, donc de la naissance de Hari Taimei, et ça va jusqu'à 1935. Donc nous avons 150 ans d'histoire auquel elle a
participé pour la plupart, puisqu'elle a été quand même également l'épouse du roi Pomoré V, et donc elle a entendu des conversations, elle a vu des événements que les chroniqueurs de l'époque n'ont pas assisté, puisqu'ils n'ont vu que ce qui était visible, mais elle a assisté à des préparatifs secrets, à des conversations, à des tractations qui se sont faites, et qui ne sont pas toujours dans ce que l'on trouve dans l'histoire d'aujourd'hui, que l'on nous a toujours appris jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui a fait dans... On a eu quand même l'avantage qu'elle ait pu écrire tout ça, car c'était une femme de lettres qui écrivait l'anglais, le français et le tahitien parfaitement, ce qu'elle a fait et ce qui aujourd'hui nous permet de pouvoir avoir un document authentique de sa main. Je n'ai absolument rien changé. Il n'y a qu'une chose que j'ai rajoutée, c'est le dernier chapitre, puisqu'elle s'arrête en 1918 à la grippe espagnole, et Marao étant morte en 1935, nous avons des témoignages écrits, des récits, donc j'ai pris tout ça, tout notre fond documentaire personnel, pour continuer la vie de Marao jusqu'en 1935, date de son décès. Et là, j'ai fait remonter donc la généalogie. Avant de mourir, la princesse Teka m'avait fait un écrit que j'ai, où elle m'avait dit, c'est à toi de reprendre le flambeau, et c'est à toi que je lègue toutes ces traditions. Donc, aujourd'hui, je suis heureux, et elle doit être heureuse également de voir que j'ai mis en application ce qu'elle avait demandé, et je suis là pour transmettre la tradition. Ranouille Donasson qui sera en dédicace demain samedi de 8h30 à 12h chez Odyssée. Une journée dédiée à la découverte et à l'initiation de diverses activités sportives à destination des enfants des quartiers populaires. C'est ce que proposait hier une entreprise au stade de Hitia. L'événement qui existe depuis 11 ans réunit des centaines d'enfants à chacune de ces éditions. Les commentaires de Léa Gandon. Handball, athlétisme ou encore lancer de poids, la sélection des activités proposées cette année est une fois de plus très variée. Une chose est sûre, les enfants invités n'ont eu aucun répit aujourd'hui. Allez, à mon top. On va se mettre par 3. La première partie de la journée a été consacrée aux enfants de la côte Est, l'après-midi à ceux de la côte Ouest. Âgés de 7 à 12 ans, ils avaient 3 heures pour naviguer d'un atelier à l'autre. Cet événement est une bonne occasion pour les fédérations sportives de promouvoir leur discipline et pour les communes d'occuper leurs jeunes qui ne partent pas en vacances. C'est très bien parce que c'est les vacances. C'est un moyen aussi de les faire sortir premièrement de leur quartier et aussi bien de leur commune et de pouvoir rencontrer d'autres enfants d'autres communes. À l'issue de la journée, les enfants sont tous repartis avec des cadeaux et des produits de la marque organisatrice. L'événement sera sans aucun doute reconduit l'année prochaine. Cap sur le stade territorial d'Outuroa où se déroule ces derniers jours à la toute première édition du mémorial Tony Hiro et Jean-Paul Maraya. Une compétition sur 4 jours avec des équipes venues de Tahiti et des îles. 280 joueurs répartis dans 5 clubs féminins et 8 autres masculins se disputent le trophée. Les détails avec Ronnie Moufat. L'ouverture officielle a donné le temps, une cérémonie chargée d'émotions en présence des familles des défunts, des représentants de la Fédération tahitienne de football ainsi que des autorités locales. Représentants et supporters des clubs des îles étaient aussi de la fête, des réjouissances pour rendre hommage à 2 figures emblématiques du football polynésien, Tony Hiro et Jean-Paul Maraya. En effet, on vient d'ouvrir officiellement le mémorial Tony Hiro et Jean-Pierre Maraya. C'est en hommage à ces 2 personnes, en plus des Raromatei. Ce sont des personnes de Raromatei qui ont tant donné, qui ont tant œuvré pour le sport et plus particulièrement pour le football polynésien. Les premières rencontres ont démarré sur les chapeaux de roue dans une ambiance conviviale et survoltée. Les matchs sont intenses, chaque équipe donnant tout pour se frayer un chemin vers la finale. L'engagement des joueurs est total. Il ne faut pas oublier que ça restera toujours une compète. Donc dans l'esprit, on doit rester compétitif. L'objectif, comme je disais, c'est de ramener le trophée à Montréal. On a l'ambition de participer à la Coupe Polynésie chez les femmes. J'ai lancé le défi aux filles d'utiliser donc ce tournoi-là comme une préparation pour la Coupe Polynésie, sachant que nous n'avons aucun match dans les jambes. Donc le championnat de Ariatea n'a pas encore démarré. D'autant plus qu'à Ariatea, on joue sur du football en largeur et non pas sur du football à 11. Donc c'est un peu handicapant pour les filles. C'est de gagner, de bien jouer, montrer l'exemple. Parce que on dit toujours que Taïnou c'est un mauvais exemple, que des bagarres, tout ça. Là, on a montré que devant le public, devant notre île,
on sait jouer au football. Hein. Entre chaque match, le corps arbitral en profite pour apporter des conseils aux nouveaux arbitres. Le tournoi s'intensifiera jusqu'à samedi pour les finales féminines et masculines. Un moment attendu pour découvrir qui soulèvera le trophée de cette première édition, appelée à devenir un événement incontournable du football polynésien. C'est ainsi que se termine cette édition. Ce soir, ne manquez pas la Star Academy, suivi de vendredi. Tout est permis. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TNT Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.